Sud Radio, édition spéciale. On vous souhaite la bienvenue, il est 19h04. Le président de la République ce soir l'invité de France 2 pour la première de la nouvelle émission politique, l'événement. Une émission où seules les questions internationales seront évoquées puisqu'il reviendra le 26 octobre pour une émission consacrée au sujet politique intérieur. 2 émissions qui seront retransmises en intégralité et décryptées juste après sur Sud Radio. La situation internationale est particulièrement tourmentée en ce moment même. Guerre en Ukraine, menace de frappe nucléaire, envoi de nouvelles troupes françaises à l'est de l'Europe, évincement de la France en Afrique par la Russie et la Chine, révolte en Iran, tension autour de Taïwan. Il y aurait des heures de débat organisées pour évoquer tous ces sujets. Et c'est pour ça qu'à quelques dizaines de minutes de l'interview d'Emmanuel Macron, on va évoquer la situation internationale et le rôle de la France avec nos invités. Emmanuel Dupuis est avec nous, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le général François Chauvency, général 2e section, consultant en géopolitique, docteur en sciences de l'information et de la communication. Bonsoir mon général. Bonsoir. Bonsoir. Et Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG d'Elf. Bonsoir monsieur Prigent. Loïc Bonsoir. Prigent, pardon. Tu te trompes toujours. Loïc. Et enfin, un fin connaisseur de la Russie, puisque nous avons le plaisir aussi d'avoir Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à New Delhi, mais surtout à Moscou, et qui connaît personnellement Vladimir Poutine. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Et on va se demander si la France est toujours une grande puissance mondiale. Quelle image on a finalement de la France aujourd'hui dans le monde? On va commencer par Emmanuel Dupuis. Tiens. Quelle image on a cette France du côté politique, par exemple? Elle est contrastée. J'ai vu d'ailleurs que vous avez commencé à poser les bonnes questions, savoir si la France était une puissance économique, une puissance diplomatique, c'est notre militaire. sondage Twitter. Alors j'anticipe. Alors d'une certaine manière, il manquait une définition aussi sur laquelle la France est pas si mauvaise que ça. C'est une puissance normative. C'est une puissance qui a porté à travers les siècles, ou en tout cas à travers les 77 dernières années, celles qui ont constitué la création du système multinational, multilatéral, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, René Cassin, 1948, la très forte polarisation, mobilisation sur le droit international qui en découle. D'ailleurs, Emmanuel Macron, d'une certaine façon, en est la résultante quand il appelle à ce qu'il y ait un renforcement de la CPI. Nous sommes un des pays qui la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, un des pays qui avons signé le traité de Rome en 1998. La notion de norme est une notion importante car elle sous-tend finalement l'architecture de paix et de sécurité, c'est l'acronyme qu'on utilise, avec là aussi des perceptions un peu biaisées, différentes, selon que nous soyons totalement en adéquation avec ces valeurs, là où, sur le continent africain, on joue un peu avec un certain nombre de responsables qui s'en émancipent un peu, ou qui déraillent par rapport à ce processus démocratique. Et puis pour répondre directement à votre question... C'est gentil de dire un peu. Je le dis très diplomatiquement. Oui, très diplomatique. Moi je suis pas diplomate. Laissez l'ambassadeur être diplomate. Alors justement, Claude Blanche-Maison, j'étais dans la dimension universitaire. Claude Blanche-Maison, on va être content, puisque sur le vote tout de suite, 39% c'est avant tout une puissance militaire, 35% diplomatique. Oui. C'est avant tout une puissance comment? Et dans la perception, puisque c'est ce que vous avez demandé, je crois quand même que la France est perçue comme un pays ayant un rôle particulier à jouer sur la scène internationale. D'abord, il y a un critère objectif. Il se trouve que nous sommes l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Que par conséquent, nous avons non seulement un droit de veto, mais qu'en tant que membre permanent, nous sommes en consultation constante avec les 4 autres membres permanents, mais aussi avec ceux qui ne sont pas des membres permanents, qui sont élus pour 2 ans par les différentes régions du monde, et par contre nous jouons un rôle assez important dans ce cadre-là. Nous sommes un membre du G7, qui fut un G8 à l'époque où la Russie en faisait partie, et là aussi c'est important. Alors le G7 a changé de nature, puisqu'à l'époque où il a été créé, c'était les plus grandes puissances économiques du monde. Ça n'est plus ça du tout, c'est plutôt le fan club américain en réalité. C'est les pays occidentaux, puisque la Chine n'en fait pas partie, et par conséquent, il faut se tourner vers le G20, dont nous faisons également partie. On a en effet les plus grands pays du monde. Et ce G20, d'ailleurs, se réunit très bientôt, dans un mois. Et là, ça va être intéressant, puisque Poutine, Biden, Macron et les autres seront sur place. Mon général, c'est pour nos auditeurs, la France est avant tout une puissance militaire. Ça doit vous faire plaisir. Oui, tout à fait. On a eu du mal à le rester. Il faut même pas l'oublier. Mais c'est vrai, nous sommes une puissance militaire, mais ce n'est pas que cela. Une puissance militaire en soi n'a aucune valeur. Il faut que derrière il y ait une diplomatie
il faut que de l'autre côté, il y ait une économie. Il faut aussi de l'autre côté que des gens aient la volonté éventuellement d'utiliser l'outil militaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Et je dirais que nous sommes une puissance moyenne aujourd'hui qu'il ne faut pas négliger et qui n'est pas négligeable. Je crois que ça c'est important. Nous avons des capacités d'influence sur le monde, d'action sur les crises, avec peut-être ce grave défaut qui est retenez-moi, je fais un malheur, et on ne va pas toujours jusqu'au bout. Voilà, on manque parfois un peu de détermination. On a des forces, mais aussi des faiblesses et des vulnérabilités que l'on voit aujourd'hui d'ailleurs dans notre vie quotidienne, et qu'aujourd'hui il s'agit de les résoudre. Il n'y aura pas de force militaire sans une puissance économique, sans une puissance morale aussi de la France, dont on peut aussi se poser des questions. Comme on a le géopolitologue, le diplomate, le militaire et le chef d'entreprise, alors nous ne sommes plus une grande puissance économique, on peut le redevenir, mais nous n'en sommes plus. On est 7e en 2022. Nous avons perdu une grande partie de notre industrie en quelques années, et nous continuons à la perdre pour des tas de raisons sur lesquelles il est inutile de revenir, mais nous ne sommes plus une grande puissance économique, et ceci va conduire à des difficultés du point de vue militaire, parce que nous ne sommes pas capables de nourrir nos armées avec du matériel que nous fabriquons nous. Ça va créer des difficultés diplomatiques, et ça va finir par connaître des difficultés tout court pour notre pays si nous ne redevenons pas une puissance économique. Donc c'est essentiel pour moi, et disons que ça fait partie du travail auquel je m'assigne, mais avec des difficultés. C'est-à-dire qu'en face de nous, on a toujours des gens qui s'estiment que puisque c'est français, eh bien, nous sommes une grande puissance. Ce n'est plus vrai du point de vue économique. Je voudrais vous faire réagir tous les quatre, mais très brièvement, en 30 secondes chacun. Est-ce qu'on a encore les moyens de nos ambitions, qui on va faire en sens inverse? Oui, on a les moyens humains de nos ambitions, c'est-à-dire qu'on a des tas de gens très compétents, mais la plupart, dans certains secteurs, quand ils veulent travailler, il faut qu'ils exportent leurs personnes à l'extérieur, parce qu'ils ne trouvent plus l'économie qui leur permet de survivre. Les plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales sont dirigées par des Français. C'est tout. Mais en France, nous n'avons plus la capacité de les nourrir. Général Chauvency. Oui, nous avons sans doute les moyens, mais les moyens ne servent à rien si vous n'avez pas une vision de votre avenir et de la stratégie à mener. Et je crois que le jour où on saura où on veut aller, peut-être que les moyens seront mieux utilisés que nous ne le voyons aujourd'hui. Claude Blanche-Maison, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, ou est-ce qu'on ne roule pas un peu des mécaniques, pour parler un peu trivialement? Non, je crois qu'on a les moyens intellectuels, et ça c'est important. Si on regarde aussi les prix Nobel, les récompenses du même type dans le domaine des mathématiques ou des sciences fondamentales, on est parmi quand même les très bons. Mais en effet, souvent les plus brillants partent à l'étranger, donc il y a une fuite des cerveaux. Y compris les prix Nobel. Exactement, qui ont travaillé à l'étranger. C'est quand même ça le problème. Il faut savoir les retenir, c'est-à-dire leur offrir des possibilités, probablement avec moins de bureaucratie et avec une économie qui fonctionne mieux. Ah, voilà. Enfin, des bonnes nouvelles. Alors, on a encore au niveau de nos ambitions, les moyens de nos ambitions, pardon. Je serais synthétique. La quadrature du cercle veut que nous les ayons en tant que puissance souveraine, mais le problème, c'est que parfois nos partenariats, nos appartenances, à l'ONU, ça a été évoqué, à l'OTAN, on pourra y revenir, parce que nous sommes fondateurs de l'OTAN depuis 1949 également, et évidemment au sein de l'Union européenne, nous contraint de manière, j'allais dire, structurelle, à parfois limiter ce qui pourrait être une ambition plus vertement mise en exergue. Ah oui, c'est le diplomate, visiblement c'est le diplomate. Hein. Ah oui, c'est les rois de la diplomatie. Je croyais que c'était monsieur l'ambassadeur, mais là on a... Je fais la pédagogie. Je fais la pédagogie. Le langage fleuri extraordinaire. Et bon, voilà, vous savez quoi, vous restez avec nous dans un instant, on va revenir justement sur cette escalade du conflit en Ukraine, une guerre entre les deux pays, et on verra le rôle de la France justement dans ce conflit. Restez avec nous, vous voulez nous en parler, 0826 300 300. À tout de suite, bienvenue dans Les Vraies Voix, c'était édition spéciale jusqu'à 20h30 et plus affinité, on ne sait pas encore. À tout de suite. Sud Radio, édition spéciale. Et on va revenir sur ce conflit, cette escalade du conflit en Ukraine. Est-on dans une guerre totale entre nos deux pays? Dans le cadre de l'interview d'Emmanuel Macron ce soir sur France 2 avec nos invités. Allez-y Philippe, parce que je perds ma voix. Donc escalade c'est l'émotion, messieurs. C'est l'émotion. Escalade de la violence en Ukraine depuis le week-end dernier et l'attaque contre le pont entre la Crimée et la Russie, avec en représailles des bombardements sur les villes et les points stratégiques en Ukraine. Emmanuel Macron a annoncé, Claude Blanche-Maison, l'envoi de renforts français en Estonie, en Lituanie, deux pays frontaliers de la Russie, et en Roumanie, pays frontalier de l'Ukraine. Est-ce que c'est un message à la Russie et pourrait-il avoir des conséquences ?
Ce sont des pays qui appartiennent à l'OTAN, et moi je reste persuadé que Poutine ne se frottera pas à des pays qui appartiennent à l'OTAN. On peut dire tout ce qu'on veut. Il a fait un très mauvais calcul en lançant cette guerre le 24 février. Mais je pense qu'il garde un minimum de raison et qu'il ne s'attaquera pas à un pays membre de l'OTAN. Par conséquent, ni un pays balte, ni la Pologne, ni la Roumanie. Simplement, c'est un geste en effet que fait la France en positionnant des troupes, en positionnant des équipements dans ces pays. C'est un geste. Je ne pense pas non plus que ces équipements et ces troupes soient destinés à franchir la frontière pour aller en Ukraine, parce que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Nous aidons l'Ukraine dans sa guerre avec la Russie, mais nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Et là-dessus, l'ensemble de l'Alliance Atlantique est très clair, et le président Biden lui-même est très clair. Son dialogue par presse interposée avec Poutine est aussi très clair sur les questions nucléaires. Et moi, je pense que effectivement, la dissuasion a très bien fonctionné, puisque Biden, dès le départ, a dit « je n'enverrai pas de troupes en Ukraine », et qu'il a dit, au moment de l'attaque du pont, et même un peu avant, il a menacé Poutine en lui disant « ne franchis pas la ligne rouge, le nucléaire tactique, ça n'existe pas. Si tu franchis la ligne du nucléaire, tu auras des représailles terribles. » Et par ailleurs, il a fait dire par ses militaires que ce serait des représailles avec des moyens conventionnels. Donc les règles du jeu sont établies. La guerre, elle est en Ukraine, elle ne doit pas dépasser l'Ukraine, et elle durera par conséquent très longtemps. Général Chauvency, comment expliquer que le 24 février, on disait qu'en 15 jours, l'armée ukrainienne allait être débordée, terrassée, je trouvais pas le mot, et que 8 mois bientôt après, elle tient toujours le choc. C'est pas seulement les canons César. Non, vous avez tout à fait raison. Il faut quand même ajouter que c'est pas parce qu'on s'entraîne pendant des mois dans des camps à l'est du côté russe qu'on est forcément capable de gagner une guerre. La réalité, c'est que l'entraînement n'est pas la guerre. Et c'est dans la guerre qu'on apprend à faire la guerre. Et la surprise a été que les Ukrainiens s'étaient préparés. Ne l'oublions pas, depuis 2014, plus de 22 000 soldats ont été formés par les Américains et les Britanniques. N'oublions pas non plus qu'en équipement divers, ils ont été équipés. Que des bataillons, notamment de forces spéciales, ont été, tamponnés autant. Qu'il y a eu des entraînements interarmes entre les différentes armes de l'armée de terre, blindés, infanterie, tout ça, c'est des exercices qui ont lieu avec l'OTAN. Donc l'armée ukrainienne s'est préparée à la guerre, et elle s'est préparée à la guerre depuis 2014, après les défaites qu'elle avait subies. Et ça, sur la Crimée. Non, dans le Donbass. Dans le Donbass, pardon. Oui, dans le Donbass. Et ça veut dire qu'elle s'est préparée peut-être même à une reconquête, et que toute la montée en puissance de cette armée est une réalité. Et ça, ce qui est très grave pour les Russes, c'est qu'ils n'ont pas été capables de le voir malgré leur système de renseignement. Je rebondis sur ce qu'il disait. On entend tout et n'importe quoi sur les Russes, en tout cas sur l'armée russe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une armée conquérante? Est-ce qu'elle a les moyens de ce qu'elle annonce? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est que du bluff? Parce qu'on ne sait plus vraiment où se positionner. Si ça avait été du bluff, l'armée russe se serait effondrée depuis bien longtemps. Donc il y a un fond de sérieux dans cette armée que j'ai du mal à discerner. Moi, ce que je constate, c'est qu'au bout de 7 mois de défaite, oserais-je dire, cette armée tient toujours. Et si cette armée tient toujours, c'est qu'il doit y avoir des raisons qu'on n'arrive pas à identifier correctement. Pourtant, on voit plein de choses nettes sur les réseaux sociaux. On voit les soldats russes qui font des vidéos en disant qu'on n'a pas de munitions, on n'a pas ci, on n'a pas ça. On a l'impression qu'il y a une communication sur l'armée russe qui est de déstabilisation. Oui, mais nous, on a vécu ça pendant différents conflits dans la première guerre du Golfe. On a eu les mêmes problèmes. On a eu les mêmes problèmes avec dès que vous avez quelques vidéos sur les réseaux sociaux ou ailleurs, on croit tout de suite que c'est la réalité. Non, ce sont des éléments d'information qu'il faut prendre avec des pincettes. Il y a une réalité, certes, qui est vraie par ces images, mais est-ce que c'est généralisable? Et j'en suis pas sûr. Est-ce qu'on est dans une guerre totale maintenant entre l'Ukraine et la Russie, Emmanuel Dupuis? Non, on n'est pas dans une guerre totale. Par contre, on est dans une guerre qui se joue à différents niveaux et avec différentes lignes opérationnelles. Une ligne cinétique, on l'a vu, pour l'instant, la Russie résiste, mais elle ne conquiert pas de nouveaux territoires. Il faut quand même rappeler que le front est gigantesque, 1000 km de Kharkiv jusqu'à Kherson. Et effectivement, les Ukrainiens, très bien entraînés, qualitativement équipés désormais de systèmes d'armes qui leur permettent de frapper plus juste et de frapper les lignes de commandement, marquent des points. Ça ne veut pas dire qu'elle va reconquérir aussi rapidement que ne l'ont fait les forces russes, les territoires qui lui échappent. Néanmoins, on n'est pas dans une guerre totale, puisque premièrement, ça a été dit, l'OTAN n'est pas impliquée. L'OTAN renforce sa protection sur son pilier oriental. La décision d'Emmanuel Macron n'est pas neuve, car ça fait déjà 7 mois qu'il y a des troupes françaises en Roumanie. Ça fait plusieurs années qu'il y a des troupes françaises en Estonie. La police de l'air dans les pays baltes. Et donc la protection de ce qu'on appelle le
bataillon, enfin le commandement en tant que nation cadre, pour les termes techniques, du bataillon de la force de réaction rapide de l'OTAN. C'est pour ça que nous sommes en Roumanie. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le type de matériel que nous pourrions y engager. Oui. Et peut-être qu'Emmanuel Macron, d'ici quelques minutes, annoncera l'envoi, je crois, de 12 chars Leclerc, de véhicules de blindés, donc de combat d'infanterie, ce qu'on appelle des VBCI, ce qui change un peu la nature de notre engagement. Parce que jusqu'à présent, on avait une force de présence. Là, on a une capacité éventuelle de former des militaires ukrainiens en territoire roumain, ce que les Américains font déjà en territoire polonais. Donc c'est un changement de nature. Loïc Le Floch-Prigent. Moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire, c'est qu'on s'interroge sur ce qu'est l'armée russe véritablement, et qu'on a l'air de considérer que l'armée française, tout va bien, et que même on leur envoie du matériel. Et moi, ce que j'observe, c'est que ce matériel est certes pour partie de fabrication française, mais que la plupart des composants viennent d'ailleurs, y compris les munitions. Je dis attention, nous sommes en train de regarder les Russes en rigolant un peu, en disant tiens, les Ukrainiens sont en train de faire, et il faudrait peut-être qu'on s'interroge sur notre capacité industrielle à avoir une industrie de l'armement qui n'a plus l'air de tellement exister. Et moi, je vois midi à ma porte, c'est-à-dire je suis pour la réindustrialisation de la France, et je me dis, on a encore le rêve de l'idée qu'on a une industrie de l'armement, et peut-être on n'en a plus. Et effectivement, lorsque je me promène dans les régions où il y avait autrefois l'industrie de l'armement, je m'aperçois que l'armement a disparu. C'est vrai que quand on voit qu'aujourd'hui on a dû acheter des fusils d'assaut aux Allemands parce que la France en fabrique plus, qu'on fabrique plus une cartouche de FAMAS ou de pistolet automatique, c'est quand même un gros... Et alors, il y a un pays extrêmement important, grand et une grande puissance, qui est Israël, est quasiment notre fournisseur de tout ce qu'on peut demander et que nous n'avons pas, nous fabriquons plus et que nous ne pouvons plus fabriquer. C'est incroyable comme histoire. Non, il faut bien voir que l'industrie d'armement, c'est une industrie et c'est une économie. Ce qui veut dire que si on ne commande pas aux industriels, ils ne produiront pas. Et je pense qu'on est en train de payer de dizaines d'années de désintérêt pour les questions de défense, au point que les budgets qui étaient... ils ne sont pas négligeables, mais insuffisants vu le coût des matériels, n'ont pas permis de soutenir correctement l'industrie d'armement. Parce qu'une industrie d'armement, un industriel, c'est un privé. S'il ne gagne pas d'argent, il n'a pas de raison de produire. Regardons l'affaire des canons César. C'est ça. Et comme on dit la même chose de la plupart de nos industries, en particulier l'industrie nucléaire civile, vous voyez que lorsque je disais tout à l'heure qu'on ne sommes plus une grande puissance, prend tout son sens. Emmanuel Dupuis. Alors, ce que nous disons est vrai pour tous les pays qui sont engagés militairement. C'est le cas de la Russie, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la France. On a un problème en termes de volume de matériel nécessaire pour cette guerre. Je vous donne un exemple, il est quand même assez caractéristique. Les Américains fabriquent 30 000 obus par an. C'est une semaine d'obus consommés de part et d'autre sur le champ de bataille. Les Américains ont livré beaucoup de systèmes Javelin, vous savez, ce fameux système anti-char. Bon, ils en fabriquent pas plus de 1000. Précisément 850, entre 850 et 1000. Ils en ont livré 8500, 10 ans de stock. Donc la vraie question, c'est est-ce que nos économies sont en capacité de rentrer dans une logique d'accélération, une économie de guerre. Le délégué général pour l'armement a été soumis à la question, si j'ose m'exprimer ainsi, en disant qu'il fallait, durant les 6 prochains mois, accélérer la production de nos matériels, passer de 9 mois à 3 mois. Le problème, c'est qu'on ne crée pas des cadences ou des chaînes de montage comme cela, et accessoirement, si nous livrons tous nos matériels, il faudra bien reconstituer notre propre stock. Actuellement, à l'heure où nous parlons, il y a 30% de nos canons César qui sont sur le territoire ukrainien. Restez avec nous, on revient dans un instant et on continue bien entendu sur ce conflit. On parlera de cette menace nucléaire de Moscou comme à Washington, et vous voulez nous appeler 0826 300 300. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, édition spéciale. Édition spéciale, puisque le président de la République va s'exprimer. Alors les rumeurs disent 20h15, 20h20 sur la situation internationale. Et on parle de cette situation internationale tendue, ma chère Cécile. Oui, avec nos invités, Emmanuel Dupuis, qui est président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, le général François Chauvency, qui est le général 2e section, consultant géopolitique et docteur en sciences de l'information et de la communication, Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG d'Elf et aujourd'hui chef d'entreprise, et Claude Blanche-Mézières,
Maison, qui est ancien ambassadeur de France à Moscou. Justement, monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on parle beaucoup de Vladimir Poutine? On dit qu'aujourd'hui, c'est quand même, faut vraiment le prendre au sérieux. Est-ce qu'on parle de sa maladie? On dit qu'il est seul. Où est la vérité encore sur ces points-là? On a tout entendu depuis 7 mois. On a entendu ses maladies, ses différents cancers, ses problèmes psychologiques, etc. En réalité, évidemment, il est depuis 22 ans au pouvoir et s'est progressivement isolé, mais c'est quelqu'un qui a un raisonnement rationnel. Cette rationalité étant limitée par le pouvoir absolu qu'il a créé, ce qu'il appelle la verticale du pouvoir, et il y a probablement en effet des gens autour de lui qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Alors ça, c'est très gênant, parce que s'il n'ose pas le contredire, effectivement, ça l'amène à prendre de mauvaises décisions. Et c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est produit depuis le début de cette opération militaire. Alors, il coupe des têtes, mais pas au niveau supérieur, il les coupe au niveau, à l'échelon moyen. Et effectivement, pourquoi? Parce qu'au niveau supérieur, c'est des gens qu'il connaît depuis toujours, qui l'ont soutenu. Certains sont ses copains de Saint-Pétersbourg ou de l'époque de Saint-Pétersbourg. Et donc, évidemment, il ne fait pas le ménage. Il est probable qu'il dirige tout seul la manœuvre et que le général Gerasimov, le chef d'état-major des armées, ne joue plus un rôle actif. Mais là, je parle sous votre contrôle, mon général. et que le ministre de la Défense est aussi un peu sur la touche. D'ailleurs, c'est pas un militaire, le ministre de la Défense. Il aime beaucoup les uniformes, mais il n'est pas militaire. À l'époque où j'étais à Moscou, il était le patron en gros de la sécurité civile, qui est une force plus ou moins militarisée, bien que il était sur toutes les catastrophes avec ses hommes. Il était assez efficace d'ailleurs. Vous parlez de Shoigu, c'est ça? Oui. Shoigu. Mais c'est un copain de Poutine. Ils vont ensemble à la pêche, ils vont ensemble à la chasse. Ils se mettent en scène d'ailleurs ensemble tous les deux, autour du lac Baïkal, en Sibérie, etc. Donc effectivement, il ne s'en séparera pas. Est-ce que ces relations justement avec les Tchétchènes, avec le général Sergueï, je vais peut-être dire une connerie en disant Sourovikine, est-ce que finalement on n'a pas l'impression que il est obligé de donnant? Est-ce que cette relation avec les Tchétchènes montre quelque chose quand même, une petite faiblesse? Les menaces d'envoyer les Tchétchènes de Kadyrov en Ukraine. Kadyrov est son obligé, c'est-à-dire que Kadyrov n'est rien sans Poutine. Il est l'homme des basses œuvres. D'ailleurs, quand quelqu'un est assassiné à Moscou, c'est toujours un Tchétchène qui est accusé, mais on ne sait pas qui est le donneur d'ordre, naturellement. Il y a une sorte de pacte féodal entre Kadyrov et Poutine. Kadyrov est l'obligé de Poutine, et effectivement, quand il a critiqué le fait que Poutine ne mette pas tout en œuvre pour gagner, il jouait son rôle, sans doute, mais dès que Poutine a commencé à bombarder en début de semaine, Kadyrov a approuvé en disant voilà ce qu'il fallait faire. Donc finalement, c'est pas une opposition, et je pense pas qu'il compte beaucoup dans le schéma du futur. Général Chauvency, on a utilisé le mot tabou depuis 60 ans. C'était la crise de Cuba, octobre 1962. Frappe nucléaire. Le mot a été utilisé à Moscou. Le mot a été utilisé à Washington avec apocalypse nucléaire. Est-ce que ça vous paraît crédible? Un militaire doit toujours anticiper ce qui peut arriver de pire. En l'occurrence, dès le début de la crise, de cette guerre, on a bien parlé du risque nucléaire. On ne pouvait pas s'en affranchir. Maintenant, il ne faut pas non plus dramatiser. Tous les messages, effectivement, tu l'as rappelé tout à l'heure, Emmanuel, ont été rappelés. Monsieur l'ambassadeur aussi, vous l'avez rappelé. Toute agression nucléaire du côté russe amènera des représailles très sévères sans franchir la ligne rouge du tabou militaire. C'est ça, du tabou nucléaire. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que les Américains sont très clairs. Qu'est-ce qu'on fait comme riposte s'ils tirent à l'arme nucléaire sur l'Ukraine et qu'on tire pas d'arme nucléaire? On fait quoi comme riposte? Tirer avec une arme nucléaire, il faut mettre ça dans le sens, c'est dur à dire, mais c'est une forme de message. C'est-à-dire qu'il y aura une frappe, c'est-à-dire une tête nucléaire, quelque part à un endroit bien déterminé, pour montrer la volonté de continuer la guerre et de faire tomber l'Ukraine. Maintenant, les représailles, quelles seront-elles? C'est très simple. Les moyens militaires américains notamment sont tels qu'ils sont capables de détruire un certain nombre de sites militaires ou de forces conventionnelles n'importe où dans le monde. Et c'est ça que je pense que Joe Biden a voulu exprimer. Emmanuel Dupuis. Oui, les Américains ont été très clairs par la voix du chef de la CIA, du service de renseignement, William Burns, en disant qu'il y aurait une proportionnalité selon le degré de l'utilisation de l'arme. Alors si c'est une arme micronucléaire, comme on le dit, Kadyrov a employé ce terme, ça ne veut pas dire grand-chose, de l'ordre du kilotonne, 2 km² quand même qui sont atrophiés, ça dépendra des cibles. Il y a 3 options. Une frappe non létale, symbolique, l'île aux serpents, ça a été évoqué pour montrer que la Russie franchit un seuil. C'est une île inhabitée. Une île inhabitée, mais qui a été reconquise par les Ukrainiens, qui
qui a obligé les Russes à quitter cette île, qui est une île stratégique à l'embouchure du fleuve Danube, qui contrôle effectivement ce fleuve important pour le commerce, et notamment le commerce céréalier. Deuxième objectif, une frappe qui pourrait évidemment cibler un centre de commandement ukrainien sur le front ou à Kiev. Évidemment, la symbolique d'une frappe sur Kiev obligera une réponse plus forte, ou alors une frappe plus totale. Les Américains ont été très, très clairs en disant « nous n'utiliserons pas l'arme nucléaire ». Ce n'est pas une arme de premier emploi. Par contre, pour répondre à votre question, les cibles ont été directement indiquées. Destruction de l'état-major de la marine à Sébastopol, destruction des 40 bateaux que les Russes ont déployés en mer Noire sur le territoire opérationnel. Il n'est pas question de frapper la Russie. Loïc Le Floch-Prigent, les Américains, on va reparler d'une intervention éventuelle au sol, mais est-ce qu'ils ont intérêt à franchir le Rubicon face à la Russie quand on voit qu'ils nous vendent le gaz de schiste 4 fois le prix qu'ils vendent aux Américains et que le cours du baril est à pratiquement $100, ce qui les arrange pour le pétrole texan? Ah, ça touche le porte-monnaie là. Oui. Donc là, je suis plus à l'aise pour répondre à cette question qu'aux questions précédentes où je ne suis pas expert. Là, c'est pour ça qu'on vous il l'a est pas posé. clair pour moi. Qu'on l'a pas posé. J'ai bien compris. Mais j'aurais pas pu y répondre non plus. Hein, c'est ça. Alors par contre, il est clair que le gaz a augmenté non pas depuis la guerre, mais depuis les 2 ans qui ont précédé. Et le gaz a augmenté parce qu'il y a eu un accord entre les Américains et les Russes sur le fait qu'il fallait donner un peu d'espace au gaz naturel liquéfié de schiste américain. Et que si jamais les Américains ont bataillé ferme contre Nord Stream 1, c'est-à-dire le gazoduc qui traverse la Baltique, puis encore plus ferme contre Nord Stream 2, c'est qu'ils considéraient que leur gaz à eux devait conquérir une part du marché mondial que le gaz russe leur empêchait d'obtenir. Et pourquoi ? Parce que le gaz russe était moins cher, et donc l'accord Schröder-Merkel avec les Russes, c'était vous nous fournissez du gaz directement sous la Baltique, sans passer ni par la Pologne, ni par l'Ukraine. Schröder, qui est ancien chancelier allemand, c'est intéressant. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Oui. Et donc, vous nous fournissez du gaz russe pas cher, et par conséquent, nous allons avoir une industrie florissante grâce à une énergie pas chère du gaz. Je répète que depuis très longtemps, mais depuis un certain temps, que l'éolien, le fait de faire de l'éolien, c'est le gaz. Si on a de l'éolien, on a du gaz. On peut, avec l'éolien, c'est intermittent, donc on est obligé d'avoir une source pilotable. Donc, quand on dit « je vais faire de l'énergie nouvelle », on dit « on fait de l'énergie gazière ». Voilà. Et c'est avec le gaz qu'ils ont dit « on arrête le nucléaire ». Donc, si jamais le prix du gaz a augmenté, c'est parce que les Américains et les Russes se sont entendus sur le fait que le prix du gaz a augmenté. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans une guerre qui est... On a entendu les experts militaires, on a entendu le terrain, est-ce qu'on va avoir... Mais le fond du sujet, c'est que, à un moment, il fallait que le gaz américain augmente de prix de manière à pouvoir être exporté valablement et que les Russes pouvaient l'empêcher. Voilà. Donc c'est ça l'origine, il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans avant le début de la guerre, et maintenant la guerre à 6 mois, par conséquent, depuis 2 ans et demi. Donc c'est ça le sujet. Et ce sujet-là, on l'oublie parce qu'on est là, effectivement, sur des dossiers extrêmement complexes, militaires, sur lesquels, comme je l'ai répété, je n'ai aucune compétence, mais il n'en reste pas moins que le début de l'affaire, c'est-à-dire l'augmentation du prix du gaz, qui nous a gênés, qui a commencé à nous gêner dès l'année dernière. C'est-à-dire que c'est pas d'hier, elle vient d'un accord. Alors, on me dira, c'est pas entre M. Poutine et M. Biden, c'est entre M. Miller de Gazprom et les gens du GNL de schiste américain. On dira, mais non, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est pas politique du tout. Non, c'est pas politique du tout, mais ça marche. En tout cas, on verra si ce conflit risque de nous mettre dans une situation économique majeure. On en parlera dans quelques instants avec nos invités. Puis on reviendra sur ce qui s'est passé il y a quelques jours, cette frappe sur les civils, sur les villes. Quelles sont les conséquences aussi? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Vous restez avec nous. On reste ensemble une petite heure, je crois. Messieurs, vous êtes d'accord? Ils ont dit oui. Allez, j'attends pas leur réponse. À tout de suite.
Édition spéciale, ma chère Cécile. On parle de la guerre en Ukraine. Absolument. Avant l'allocution du président, enfin l'interview du président de la oui. République. Oui, je voulais revenir sur une question justement. Plusieurs villes, on le répète, plusieurs villes ont été frappées par les Russes, et c'est ce que je voulais vous demander, général, de se dire, est-ce que finalement frapper des civils, est-ce que c'est un aveu de faiblesse dans les guerres d'aujourd'hui? Non, je ne pense pas que c'est un aveu de faiblesse. En revanche, c'est condamné par le droit international, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui. C'est une nuance importante quand même. Oui, mais est-ce que c'est pour créer la terreur de dire que finalement, intentionnellement, on va aller frapper des centres-villes ou frapper des points stratégiques? Non, je ne pense pas. La pratique de la terreur, c'est pas forcément une preuve de faiblesse. Alors c'est vrai qu'on peut analyser tous les événements qu'on a depuis 7 mois, où on voit qu'il y a une montée en puissance, dans le mauvais sens du terme, russe, en frappant, notamment avec les missiles depuis 2-3 jours, oui, sur les civils. Mais moi, je l'interpréterais différemment. C'est la réaction à, je dirais, l'attentat sur le pont de Kertch, qui fait qu'il y a une volonté de montrer que je fais des représailles pour quelque chose que j'attribue aux Ukrainiens, et que tout le peuple ukrainien doit souffrir à cause de cet attentat attribué aux Ukrainiens. Claude Blanche-Maison, on va revenir sur l'autre. Un mot, Emmanuel Dupuis, allez-y. Oui, alors, d'autant que, évidemment, les civils sont ciblés, mais ce sont aussi les infrastructures dites vitales, bien notamment sûr, les oui, centrales électriques, les raffineries, les barrages. Donc il y avait cette volonté, effectivement, de faire payer la totalité du pays. Là, il ne s'agit plus de faire des frappes pour essayer de stabiliser ou de temporiser la perte de territoire russe. Il s'agit évidemment de démanteler, ou en tout cas de perturber la vie quotidienne des Ukrainiens. Claude Blanche-Maison veut réagir. Oui, on peut ajouter que c'est terrible, naturellement, ces frappes qui tuent les civils, mais c'est quand même, au bout du compte, une riposte, une réplique mesurée de Poutine par rapport à l'attaque du pont de Kertch. Beaucoup de gens s'attendaient à bien pire, puisqu'on avait même parlé à l'époque, à chaud, de la fameuse utilisation de l'arme nucléaire tactique. Et on pensait que Poutine serait fou de rage. En réalité, il a répliqué, en effet, avec ces bombardements massifs, qui ont fait beaucoup trop de morts. Mais au bout du compte, quand même, pas tellement. Pas tellement. Et il semble qu'en effet, le manque de munitions fait que ce type de bombardement va probablement aller en décroissant, parce qu'on va économiser les munitions. Donc on est passé en effet à une nouvelle phase du conflit. Mais je pense que les règles du jeu sont relativement claires. C'est-à-dire qu'entre les Américains et les Russes, on voit très bien comment se déroulent les différentes marches de l'escalade. Et donc, c'est une escalade relativement contrôlée par ce dialogue implicite entre les Américains et les Russes. Quand on, dans une guerre, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément aguerris à ces stratégies, est-ce que comment fonctionne un pays vis-à-vis d'un Poutine, en disant voilà qu'on cherche sa personnalité, on anticipe les choses, comment on travaille sur des sujets comme ça, justement pour essayer d'arriver à faire peut-être le contour du personnage? Si c'est pour identifier le décideur adverse, pour savoir comment il va penser, d'abord les diplomates sont en première ligne, justement ils sont au contact, ils sont là pour apporter aussi du renseignement, même s'ils n'utiliseraient peut-être pas ce terme-là. Vous avez aussi les capacités de renseignement que nous avons, vous avez aussi les analyses psychologiques des uns ou des autres, mais c'est extrêmement complexe. Est-ce qu'on se trompe beaucoup ou pas? Je ne peux pas vous répondre, je dirais que... Mettons-nous à la place du décideur. Le décideur adverse, celui qui déclenche une guerre, regardons Poutine, au bout d'un moment il est pris dans un engrenage que d'ailleurs monsieur Ambassadeur vous avez commencé à évoquer, un engrenage, et au bout d'un moment, même s'il avait les meilleures raisons du monde, la meilleure rationalité possible, à un moment il est un petit peu entraîné finalement par le toujours plus de la guerre, et c'est ça qui est grave. Et là je crois que même le profil psychologique ne change pas grand chose, puisque finalement c'est quoi l'avenir pour monsieur Poutine? C'est qu'à la fin il perd le pouvoir en Russie, et il fera tout pour le garder. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, j'allais ajouter qu'il y a les divergences d'appréciation à l'intérieur du pouvoir russe, et on croit savoir que l'armée russe n'était pas favorable à cette invasion de l'Ukraine, qu'elle s'estimait mal préparée et que dans le fond Poutine lui a imposé. Quand on s'étonne de la précision du renseignement américain et du renseignement britannique, mais enfin c'est à peu près la même chose, qui ont annoncé l'invasion. Avec précision annoncé l'invasion. Certains disent que, en réalité, c'est pas véritablement de l'espionnage. Ce sont des gens de l'état-major russe qui ont donné l'information à travers leurs contacts à Londres et à Washington, parce qu'ils ne voulaient pas de cette guerre. Ils ne voulaient pas de cette guerre. Empêcher cette guerre. Et
Moi, je n'ai pas les moyens de le vérifier, cela. Mais c'est pas totalement impossible. C'est pas totalement impossible. Alors, ça ne veut pas dire que le pouvoir de Poutine est menacé, parce que, évidemment, tout est verrouillé. Mais ça veut dire que à l'intérieur du système de décision russe, il y a des fissures et il y a probablement des fuites. Est-ce que ça veut dire pour vous, Emmanuel Dupuis et Loïc Le Floch-Prigent, que le renseignement français est défaillant, et le renseignement, c'est politique, mais c'est aussi économique? Le renseignement français était en tout cas dans une moindre mesure à la manœuvre. Par contre, le renseignement américain et le renseignement britannique n'ont pas du tout été défaillants. La preuve en est, c'est que je parlais du français, qui était défaillant. Les signaux faibles que les Américains et les Britanniques n'ont cessé de répéter à Volodymyr Zelensky n'ont pas été entendus. Ils étaient persuadés, parce qu'ils étaient sans doute renseignés, qu'on allait arriver à cette échéance. Donc je réponds à votre question. Oui. La psychologie est importante. J'essaie de répondre précisément. Du reste, la psychologie est importante, et ce qui manque, me semble-t-il, en France, c'est cette capacité de l'anticipation. Essayer de comprendre, à travers des signaux faibles, ce qui pourrait advenir. Et donc, malgré nos livres blancs, 2008, 2013, la revue stratégique en 2017, l'actualisation de cette revue stratégique, le responsable politique attend toujours que le conflit ait lieu pour agir, et non pas pour prévenir le conflit. Et donc, malgré les bonnes volontés de l'actuel chef d'état-major, je pense qu'on aura un débat avec François Chevancy, on a déjà eu ce débat du reste, qui appelle à ce qu'on puisse tout faire pour éviter une guerre. Je crois malheureusement qu'on fait tout, malheureusement, pour répondre une fois que la guerre est advenue. Et ça, c'est une faiblesse de nos services de renseignement qui ont alerté, mais les décideurs politiques n'ont pas voulu l'écouter. Loïc Le Floch-Prigent. Moi, je pense que dans tous les conflits de cette nature, il y a des forces économiques qui existent et qui ont des contacts extrêmement poussés jusqu'au plus haut niveau. Et qu'en principe, historiquement, et j'en ai été un des acteurs, pour conséquent, je peux parler sur les 14 ans de la présidence Mitterrand, les chefs d'entreprise importants dans les pays en question étaient sollicités soit par le chef d'État lui-même, soit par ses ministres, conseillers, etc., en disant qu'est-ce que vous en pensez ? À ma connaissance, depuis un certain nombre d'années, on a oublié cette formule. C'est-à-dire qu'on a essentiellement considéré que les chefs d'entreprise, en l'occurrence, devaient quitter le plus tôt possible la Russie parce qu'on l'avait décidé ainsi, mais dans la psychologie de l'entourage du président Poutine, en particulier sur tous les sujets économiques qui doivent l'intéresser aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que son armée. Qu'est-ce que je vais faire dans mon économie ? Ceci n'a pas, à mon sens, été fait. C'est-à-dire que nous oublions l'existence, mais peut-être parce qu'on a envie que l'industrie n'existe plus, mais en France, que l'industrie a diminué de 20 à 11%, donc il faut bien considérer qu'il y a peut-être une volonté, mais on a oublié l'existence d'industriels qui ont souvent des opinions sur le sujet, et en l'occurrence, je pense qu'il y a énormément d'industriels qui étaient acceptés en tant que tel par Poutine lorsqu'il faisait ses grands shows à Saint-Pétersbourg. Il avait envie que les industriels français soient là, et ces industriels, à ma connaissance, mais ils peuvent peut-être dire l'inverse, n'ont pas été sollicités pour donner leur point de vue sur le sujet. N'ont pas été consultés. Pas été consultés. Oui, absolument. Il est 19h. Oui, un mot très court. Tout comme les géopolitologues ne sont pas consultés. Je rappelle qu'en France, on n'a pas un Conseil national de sécurité. Il a bien pourtant été question qu'on en ait un. Il n'y a pas un Conseil supérieur des orientations géopolitiques. Nous étions un certain nombre à œuvrer, à travailler pour que, au-delà des visites du soir à l'Élysée ou ailleurs, que vous avez peut-être connues, le décideur politique soit suffisamment conscient de ce que nous percevons à travers nos différents contacts. Et c'est vrai des parlementaires qui ne sont pas plus associés au processus décisionnel quand il s'agit de la guerre. C'est peut-être ça qu'il va annoncer ce soir, vous ne savez pas, restez avec nous. J'espère bien qu'il ne va pas annoncer une guerre. Ah non, pas une guerre. Restez avec nous, on revient dans un instant. La suite, on reste ensemble pendant au moins une demi-heure, juste en attendant l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2 avec nos invités. À tout de suite. Mais de conseil de famille, Stéphane Moller. Édition spéciale puisque le président de la République va s'exprimer dans l'événement, la nouvelle émission de France Télévisions. Ce sera en direct sur Sud Radio et on décryptera ses propos avec nos experts qu'on a un immense plaisir d'avoir avec nous. Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou, le général François Chevancy, général 2e section, consultant géopolitique, docteur en sciences de l'information et de la communication, Loïc Le Floch-Prigent,
ancien PDG d'Elf et accessoirement Vraie Voix, et Emmanuel Dupuis, entrepreneur aujourd'hui, chef d'entreprise. Et Emmanuel Dupuis, président de l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Eh ben, on parlait de vous, Loïc Le Floch-Prigent, justement. Risque-t-on une crise économique majeure aujourd'hui, selon vous? Il est clair qu'on est en train on est bien dedans déjà. On est en train d'arriver vers la récession à grandes enjambées. Hein. C'est-à-dire que les coûts ont augmenté, les prix ont augmenté, et derrière, on considère que il y a inflation immédiatement, les banques centrales ont peur et relèvent les taux, et quand on relève les taux, on investit moins, et par conséquent, on plonge dans la récession. C'est le cycle infernal que nous connaissons, et sur lequel nous sommes en train de nous enfermer. Alors, il y avait des solutions, vraisemblablement, pour éviter cette peur, mais on est dirigé par les peurs. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut avoir peur. Alors là, on est dans la peur de la guerre nucléaire, on est dans la peur avant du Covid, on est dans la peur, on fait peur. Alors les gens qui ont peur, ils n'investissent pas. Oui, ils n'investissent pas. Et quand on n'investit pas, on a des manques importants. Et donc aujourd'hui, le problème que nous avons en France, c'est que comme nous n'avons pas réindustrialisé sur les composants dont on s'était aperçu au moment du Covid qu'on les avait perdus, on n'a pas réindustrialisé parce qu'on a beaucoup parlé, mais on a oublié de faire. Eh bien, on se retrouve devant un certain nombre de situations où les composants n'arrivant pas, il faut arrêter les chaînes, et ainsi de suite. Donc on précipite au contraire actuellement l'industrie vers le chaos, et je pense que la seule manière d'arriver à réguler ça, c'était de dire, en ce qui concerne les entreprises, on va essayer d'éviter d'avoir des coûts de l'énergie trop importants. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a dit non, les particuliers c'est important, mais les entreprises on en a rien à faire. Et donc les pays autour de nous, les pays européens, on dit les entreprises c'est important, par conséquent on va limiter le prix de l'énergie pour eux. Et en France, on a dit non, c'est pour les particuliers, les entreprises. Au contraire, les entreprises, c'est des gens qui font des super profits. En ce qui concerne le super profit, je vais vous dire que quand vous avez une note d'électricité qui fait un facteur 6 entre aujourd'hui et demain, vous n'avez pas de super profit, vous êtes en perte. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Et je dis qu'à l'heure actuelle, en ce qui concerne la France, si jamais on ne prend pas des mesures immédiates sur l'énergie, sur le prix de l'énergie pour les entreprises, la moitié des PMI vont disparaître d'ici la fin de l'année. Général Chauvency, une guerre, c'est aussi des besoins en approvisionnement en matières premières, le gaz, le pétrole, les minerais, que la France n'a pas malheureusement. Est-ce qu'on a une armée qui est prévue pour pouvoir assurer au moins le minimum en cas de guerre de nos approvisionnements? Je pense que oui, je ne m'avancerai pas plus. Je pense que, quand même, depuis un certain nombre d'années... Vous êtes taquin. Légèrement. Nos chefs d'état-major ont mis en garde largement. Attendez, je vais me rattraper. C'est l'effet Claude Blanche-Maison. Non. Depuis de nombreuses années, les chefs d'état-major ont parfaitement eu conscience des moyens dont ils avaient besoin pour mener la guerre qu'on leur demanderait de faire. La réalité, c'est comme tu l'as dit d'ailleurs, Emmanuel, les politiques n'ont pas suivi. Bien sûr, il y avait d'autres priorités. Aujourd'hui, on est devant un mur, il y a la guerre. Que fait-on? Et qu'allons-nous faire pour que on puisse vraiment y faire face? On a évoqué tout à l'heure les forces déployées à l'est de l'Europe. Je pense que si vous lisez le discours du chef d'état-major de l'armée de terre d'il y a 2-3 jours à l'IHEDN, vous verrez quand même qu'on est en train de positionner dans l'esprit des moyens suffisamment conséquents pour être respectés en termes d'opérationnalité, avec des forces blindées éventuellement, qu'on n'a pas à la date d'aujourd'hui, qu'il faut rassembler, monter, organiser, déployer. Et je crois que c'est ça le défi aujourd'hui. Une armée c'est pas une fin en soi. Une armée, c'est fait pour défendre des intérêts ou défendre notre pays. Et là, il y a un vrai travail avec des moyens qu'on doit lui donner. Claude Blanche-Maison, quand on est nommé ambassadeur dans un des pays les plus riches en matières premières comme la Russie, est-ce que ça fait partie du travail pour un ambassadeur de voir tout ce qu'on peut gérer en termes de besoins en cas de guerre? Quels sont les minerais dont on a besoin de ce pays? Ça fonctionne comme ça aussi, la diplomatie? Aussi, je dirais le cas échéant, ça dépend évidemment des sujets auxquels l'ambassadeur s'intéresse en priorité. Ça dépend aussi du staff, enfin des différents conseillers qui sont dans l'ambassade. Ça dépend aussi du climat politique. Moi, j'ai servi comme ambassadeur en Russie pendant le premier mandat de Poutine, époque à laquelle les relations étaient bonnes, puisqu'on vendait à Poutine les moyens de s'arrimer à l'Europe, notamment par un espace économique commun.
il avait accepté, même si certains de ses conseillers avaient quelques doutes. Ça n'a pas été possible, c'était sans doute trop tard, trop fort. Et puis les Américains n'en voulaient pas. Les Américains ne voulaient pas de ce rapprochement entre l'Europe et la Russie. L'Europe de l'Atlantique à l'oral du général de Gaulle, c'est ça? Si on veut, mais c'était un dispositif concret, puisqu'un espace économique, c'était en effet à terme, à long terme, l'abolition des droits de douane, une zone de libre-échange, etc. Et en plus, on avait pensé à un espace commun de la connaissance pour qu'il y ait davantage d'échanges en matière de recherche pour les étudiants, les chercheurs, et il était d'accord. Mais tout ça a capoté, bien sûr, avec l'élargissement, l'entrée de la Pologne et des Baltes dans l'Union européenne, qui ne voulaient pas de ce rapprochement, de ces accords structurels. Et puis les Américains n'en voulaient surtout pas. Et ils sont allés dire à la Commission européenne, il n'est pas question de faire ça. Il n'en est pas question. Et dans ce cas-là, la Commission européenne dépend naturellement des États membres, mais elle dépend aussi de certains États qui ne sont pas membres. Oui, Emmanuel Dupuis. Oui, alors évidemment, moi je partage tout ce qui a été dit. C'est la Commission américaine ou la Commission européenne, pour faire un mauvais jeu de mots? Commission européenne américanisée ou atlantiste, ou atlantisée. Non, mais je crois que ce qu'on dit, évidemment, est tout à fait convergent. On a les moyens de nos ambitions par rapport aux menaces qu'on estime les plus prégnantes pour nous. On ne va pas rentrer en guerre contre la Russie. On ne va pas tenir un front comme le font les Ukrainiens. Pour ça que les comparaisons sur l'idée qu'on ne pourrait pas tenir un front de 80 km sur plus de 2 semaines n'ont pas vraiment de sens. Parce que la pratique opérationnelle qui est la nôtre n'est pas celle de tenir un front, mais de rentrer en profondeur et de faire une offensive éclair. Donc, de ce point de vue-là, en tout cas, c'était le cas dans les différents livres blancs tels qu'ils ont été élaborés précédemment. Mais je crois que ce qui est important, c'est de rappeler une chose, c'est que le budget que nous avons aujourd'hui a été obtenu de haute lutte, car il n'était pas évident qu'on ait une augmentation de plus de 4 milliards qui nous permettent d'avoir, à l'horizon 2025, 50 milliards d'euros. Mais dit autrement, si on était rentré dans la même logique qui était celle que vous avez connue avec François Mitterrand, le budget de notre budget de la défense serait de 70 milliards. Donc à un moment ou à un autre, on a diminué. Là, on rattrape. C'était les dividendes de la paix de Laurent Fabius. Voilà, on rattrape l'idée selon laquelle notre défense dépend de nous et pas seulement de nos appartenances à l'OTAN, de l'espérance que nous ayons eue une Europe de la défense, puisque quand même elle a été proposée en 92 à travers sa dimension politique extérieure et en 99 à sa dimension politique de défense. Et force est de constater qu'on en revient un petit peu à des fondamentaux de la souveraineté nationale, du fait que l'Europe ne soit pas le meilleur outil, le meilleur vecteur pour la défense. Moi, je suis un grand partisan de la communauté politique européenne, qui nous permet de dialoguer au-delà des simples pays qui sont par ailleurs dépendants d'influences extérieures. Eh bien, restez avec nous, on revient dans un instant. On attend toujours l'interview d'Emmanuel Macron qui devait être là dans quelques minutes. Restez avec nous en direct sur Sud Radio. Vous pourrez bien entendu l'écouter en direct. À tout de suite. Édition spéciale sur Sud Radio, puisque le président de la République va s'exprimer d'ici quelques minutes. Ce sera en direct. On décryptera avec nos experts. Nos experts ce soir, Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, général François Chauvency, général 2e section consultant géopolitique, docteur en sciences de l'information et de la communication, Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France à Moscou, et Loïc Le Floch-Prigent, ancien PDG d'Elf. On va parler un peu de l'Afrique, puisque la France, on peut le dire, n'est pas en très bonne situation en Afrique en ce moment. Claude Blanche-Maison, on a longtemps parlé de la France-Afrique, on a l'impression que c'est en train de devenir la Russe-Afrique ou la Chine-Afrique. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox ? Moi, je souhaite bien du plaisir aux pays africains qui, en ce moment, traitent avec Wagner, où on voit un groupe prédateur qui connaît rien à l'Afrique se comporter de façon absolument scandaleuse avec les populations africaines. Donc, je pense que ça va durer le temps que ça va durer. Probablement pas très longtemps. Mais certains dirigeants africains, en effet, ont fait ce choix politique de dire nous voulons diversifier nos relations et nous plaçons nos espoirs dans la Russie et ce groupe prédateur de sauvages qui est le groupe Wagner. Moi, je pense qu'en effet, il faut attendre et se montrer un peu patient. François Chauvency, est-ce que le Sahel, c'est le deuxième théâtre de combat indirect entre la France et la Russie? Alors j'ai du mal à répondre positivement à cette question parce que, moi j'ai servi en Afrique plusieurs reprises.
on a quand même surtout un continent africain qui est aujourd'hui à la recherche de lui-même et à qui on fait miroiter beaucoup de choses. Là-dedans, les Français ont fait un effort, la France en particulier, pour apporter depuis des dizaines d'années, ne l'oublions pas, différents aménagements, je dirais, des aides financières, de l'aide à l'éducation, des aides aux forces armées, à la police, dans tous les domaines. Quel est le résultat aujourd'hui? Effectivement, la question que vous l'avez posée, la France, en fait, se fait virer de l'Afrique, d'un peu partout, sans doute avec une participation active des Russes, peut-être, mais à la limite, je crois que c'est pas ça qui est grave, c'est le fait que le message russe passe au milieu des populations africaines et que c'est suffisamment bien instrumentalisé pour que les élites politiques africaines estiment qu'il vaut mieux être avec les Russes qu'avec les Français. Moi, j'ai une position très claire, très personnelle. Les Africains ne veulent pas de nous. Eh ben, on s'en va. Et vous vous débrouillez. Et on va voir maintenant si vous voulez toujours avoir nos aides, si vous voulez toujours qu'on vous ouvre nos universités. Et on met des mesures de rétorsion avec patience, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur. On va attendre. Maintenant, vous allez voir ce que vous allez récolter avec les Russes. Qu'est-ce que les Russes vont vous apporter? Ils vont exploiter vos mines, ils vont exploiter le peu d'argent que vous avez. Et ne croyez pas que notre argent, l'argent qu'on va vous donner, va servir à payer Wagner. C'est aussi ça qu'il faut faire. Loïc Le Floch-Prigent, imaginons que Wagner s'en prenne à nos mines d'uranium au Niger. Hein. Le Niger, c'est pas loin du Mali, c'est pas loin du Burkina Faso, où on est quand même présent, où on était présent au moins théoriquement. Est-ce que ce serait une ligne rouge à ne pas franchir, parce que sinon nos centrales nucléaires ne tournent plus, et que là l'armée française se confronterait directement à Wagner? Ça, c'est du fantasme, c'est-à-dire que les centrales nucléaires n'ont pas besoin des mines du Niger. C'est bien ça le problème. Bah, c'est pas ce qu'on dit d'habitude. Alors là, on a besoin d'un marché de l'uranium, petit 1. Donc le marché de l'uranium existe avec des mines qui sont ailleurs. Et la plupart de l'uranium qu'on achète ne vient pas de là. Donc non. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la France dépend aux centrales nucléaires du Niger. Ce n'est pas vrai. Bon. Et par ailleurs, ce sera de moins en moins vrai lorsque, dans les prochaines années, on utilisera les déchets nucléaires pour faire de l'énergie, ce qui ne va pas manquer de passer. Alors nous avons été les promoteurs de Superphénix qu'on a arrêté en 97, d'Astrid qu'on a arrêté en 2019, mais pendant ce temps-là, bien que nous ayons arrêté par bêtise et par antinucléarisme stupide, les autres continuent et nous allons bientôt avoir des outils de 4e génération. Et là, avec les outils de 4e génération, c'est-à-dire les réacteurs à neutrons rapides, avec les déchets nucléaires que nous avons pour 1500 ans de combustible. Donc on a ça laisse du l'uranium. Donc je pense parce que c'est une légende urbaine, donc la dépendance de la France à l'uranium du Niger. C'est ce qu'on nous avait dit lors de l'intervention en 2013, en janvier 2013. Alors moi j'ai eu des militaires qui sont revenus me voir en disant, alors il paraît que si nous défendons finalement vos intérêts, les intérêts de l'énergie là-bas. Qui vous a dit ça? Les gens qui nous ont envoyés là-bas. Je dis, oui, enfin bon, on défend les intérêts du Niger et des mines d'uranium du Niger pour le Niger, parce qu'on achète effectivement de l'uranium au Niger et c'est bon pour son économie. Mais en ce qui concerne les centrales nucléaires françaises, si on n'a pas d'uranium du Niger, on se débrouille très bien. Donc c'est pas un sujet pour moi. Emmanuel Dupuis. Surtout qu'on a l'uranium du Kazakhstan, qui par ailleurs peut compenser. C'est ce que je l'ai dit. Ouais, justement. Vous l'avez pas mentionné, je précise le Kazakhstan. En plus. Non, j'ai dit le Kazakhstan. Ah, mais j'avais pas entendu. J'ai dit le Kazakhstan et le Canada. Vous avez des preuves? Et il n'y a pas d'Australie aussi. Oui, j'ai des preuves. C'est Cécile qui prend des notes. C'est la juge de ça. Oui, ah oui, maintenant vous le dites Je absolument. ne fais que ce qu'a répété Loïc. Alors moi, il faudrait quand même rappeler les choses. Wagner ne peut pas se substituer à la France, mais il ne faut surtout pas qu'on rentre dans le piège de nous comparer à Wagner. Wagner reste une société militaire privée, c'est pas l'armée russe. Jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions, parce que 1000 supplétifs de Wagner au Mali, 1200 en République centrafricaine de longue date, depuis 2016, ou en Libye, n'ont absolument pas réglé la situation. Les groupes rebelles sont toujours actifs en RCA. La Libye, la République centrafricaine. Pardon, la République centrafricaine. La Libye est toujours dans un état de délitement, certes après l'opération en 2011, et évidemment les groupes armés terroristes au Mali sont toujours actifs, nonobstant le fait que Wagner est là pour soi-disant stabiliser la zone. Alors, là où il y a quand même un fond de vérité, c'est que la francophobie est une réalité qui est certes exploitée artificiellement, la guerre informationnelle, les réseaux sociaux. De ce point de vue-là, Wagner joue là-dessus fort habilement, mais il y a quand même un faisceau, un substrat de réalité. C'est que nous sommes
parfois pris à notre propre piège. Quand nous édictons des règles très précises en matière d'exigence démocratique et que nous soutenons des pays, Madame Caroline Roux parle à l'instant, Caroline Roux parle à l'instant, je vais être très rapide, quand nous, par ailleurs, nous édictons des règles de respect des constitutions alors que nous soutenons des régimes qui en sont à leur 3e mandat, par exemple, en Côte d'Ivoire, effectivement, ça peut être... Merci à tous les 4. On part tout de suite sur France 2.